suis Régis. Alors du coup, effectivement, je voulais vous parler de ce truc-là. Donc il y a un clin d'œil au bouquin Analyze the Work. Effectivement, on avait des discussions avec les deux acolytes sur des sujets abordés. Et de mon côté, aussi des discussions récentes avec des patrons. Première réflexion avec une agence qui fait du logiciel, que j'aime bien. Donc Benoît qui me dit... Régis, tu as l'impression que ça bouge beaucoup le product en fait. Et il dit, j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup d'idées neuves. Et je réfléchis 2 secondes et je dis, effectivement, depuis 2012, enfin 2011, alors j'avais fait la première conférence d'intro de Lean Startup en France, quand j'étais jeune. Mais depuis là, des trucs vraiment qui font bouger, pas grand-chose. Et cette réflexion-là, d'autres réflexions avec d'autres patrons qui sont en train de lancer des produits et qui commencent à se brûler les doigts. On est entre nous, non ? Comment ça se brûle les doigts. Vous savez comment ça marche le produit. C'est marrant parce que le produit, quand on regarde tous les métiers d'entreprise, il a cette particularité qu'il y a un gros rêve au début et c'est quand même le nœud d'à peu près les frustrations de tout le monde. Vous êtes à l'aise avec ça ou pas ? C'est-à-dire que le patron, il est frustré parce qu'il met un fric de dingue, comme diraient certains, et il n'y a rien qui sort, on est toujours en retard sur la roadmap. Ça vous parle ? J'en vois qui sourit. Ça vous parle ou pas ? Le responsable produit, lui, il est frustré parce qu'il aimerait faire des super trucs, mais il y a tout le monde dans la boîte qui demande des trucs un peu délirants, et derrière, une capacité de production qui est plus que réduite. Vous êtes d'accord ou pas ? Le responsable technique, lui, ce qu'il se dit, c'est que moi, en fait, je pourrais vous faire un truc super, mais arrêtez de me demander des trucs qui servent à rien déjà. Et puis après, de toute façon, j'ai tellement de pression pour livrer hier que de toute façon, vous m'obligez à faire un truc pourri. Et après, je me fais taper sur les doigts parce que j'ai des bugs, donc c'est bon, d'accord ? Le responsable des ventes, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, moi, je peux pas vendre. Je peux pas vendre, il n'y a pas les features, d'accord ? Tout le monde se reconnaît, tout est calculé. Après, je sais pas, il y a le responsable marketing qui dit, mais moi, j'ai besoin de data, je veux machin. Mais toutes les demandes qu'on fait, de toute façon, sont derrière parce qu'on va prioriser dans la roadmap les trucs pour vendre. D'accord. Et après, les gens des opérations qui essaient de bosser avec des outils qui ne sont pas finis, parce que comme de toute façon, c'est des trucs qu'on ne va jamais vendre, ils auront 1/100 de ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire que si jamais il y a un bout de budget qui est tombé sous une table, on va pouvoir s'en servir pour faire des outils qui fonctionnent. Est-ce qu'à ce stade, je décris... Non. Et alors, ça va. Voilà. Et du coup... je réfléchissais en fait, et l'autre truc aussi qu'il faut que vous sachiez, c'est que donc en tant que donc vieux con officiel, je me suis auto-décerné la médaille. Donc dans un mois, je vais fêter mes 30 ans de projet informatique. Donc j'en ai vu 2-3. Et alors je suis partir d'une mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a rien qui a bougé, fondamentalement. C'est un peu déprimant, mais bon, je ne vais pas en parler. Donc je vais vous raconter sur une base de, je sais pas, 300 projets, peut-être un truc comme ça. Si je faisais un narratif de comment se passe un projet, comment ça se passe, on démarre, il y a une super opportunité, on va commencer par recueillir le besoin, on va faire tourner des popotes, il faudrait ci, il faudrait ça, on va faire des visites terrain, les gens les plus consciencieux, les product managers les plus consciencieux vont aller sur le terrain pour essayer de comprendre ce qui se passe pour de vrai. On va se rendre compte quand même qu'il y a beaucoup de trucs, on va avoir des discussions de priorisation. Alors, discussion de priorisation, c'est le truc où on est tous dans un bureau, ça s'appelle un panier de crabes. Et il y a tout le monde qui essaye de tirer la couverture à lui pour qu'on développe son truc. Vous êtes d'accord ou pas ? On vit la même... D'accord. Après, donc, il y a la priorisation. Puis après, les gens du produit qui sont des gens consciencieux, c'est des êtres consciencieux. En général, ils vont essayer de faire une maquette qui pourrait marcher. Et puis après, là, on arrive, on va montrer au tech, qui va dire « Ah, mais écoute, ça, on est à peu près... alors, c'est en dessous du PIB de la Corée. » C'est la bonne nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, le chiffrage est pharaonique, comme d'habitude. Donc on va se dire, il va falloir du coup se lancer dans des coupes franches. En général, on a 3 heures pour le faire, parce que de toute façon, il faut que ça démarre. Vous êtes OK ou pas ? Après, du coup, ça part en développement, puis on commence à coder. Au début, avec le sourire, ça dure 5-6 heures. Et puis après, ça devient un peu difficile, on fait face à des surprises. Ces surprises, on avait oublié des cas particuliers qui émergent. On trouve des mines antipersonnelles dans le code. Ça vous parle ? Et puis, du coup, ça déclenche des retards. Ces retards mènent à des REX, des retours d'expérience. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et il y a des gens payés très cher qui vont se mettre autour d'une table et qui vont se dire « on s'est raté dans les estimations ». Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être moins en retard ? Il faudrait qu'on améliore les estimations. Vous êtes d'accord ou pas ? Alors, moi, ce qui est marrant, c'est que je crois qu'en 98,
on m'a enseigné une règle, c'est que quand tu fais une estimation, c'est que tu regardes sincèrement ce qu'il faudrait faire, tu fais x2 plus 10%. Voilà, on m'a appris ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, en 2024, on doit dire x6 plus 800%. Donc on fait ça, puis après, donc il faut faire ce truc-là. En plus de ça, dans le projet, il y a des gens qui partent parce que les gens sont cramés. Donc les gens qui savent se barrent, remplacés par des gens qui connaissent rien au produit, qui doivent tenir le rythme, ça va pas. Et puis après, on fait un lancement. Alors j'ai mis le lancement entre guillemets parce que c'est parfaitement littéral. C'est-à-dire qu'à la fin, on prend le truc, on le balance dans le reste de l'entreprise. Vous êtes d'accord? Du coup, exactement, on verra. Du coup, il y a les gens des Ops. J'avais croisé pendant un Gemba avec une équipe support client. Ils nous expliquaient, en fait, nous, la façon de découvrir une nouvelle feature, c'est qu'on le découvre dans les tickets. Donc, on découvre les évolutions du produit parce qu'on commence à avoir plein de clients sur des trucs qu'on ignorait. Du coup, quand on est au client au téléphone, on regarde et on découvre les nouvelles fonctionnalités. Mais c'est la même chose pour le marketing, d'accord? C'est la même chose pour la vente. Donc marketing, les mecs récupèrent une release, il faut qu'ils arrivent à vendre ce truc-là. Ils vont essayer d'aller voir les PM qui sont trop occupés à faire autre chose. Bon, je m'arrête là. Et après, alors ça c'est vraiment pour le plus courageux. Et dans ces fameuses 30 années, j'ai dû voir 2-3 cas seulement. Il y a des vents, mais ça par contre c'est pour les gens qui sont vraiment maso. Il y a des fois des gens qui vont essayer d'aller regarder le résultat de tout ça. Le résultat pour le business. D'accord. Et en général, même chez des hommes mûrs à barbe, ça peut déclencher des pleurs. En général. J'avais fait le test 2 fois, notamment avec une grande banque à Rome, une grosse DSI, 120 000 jours hommes de projets par an. C'est un gros truc. Et en fait, l'équipe de direction, alors j'avais poussé pendant 2 ans, j'ai mis 2 ans à l'obtenir, mais en fait, ils avaient, le responsable ligne du coin, avait pris le temps avec le directeur informatique, c'est un truc, c'était 1500 ou 2000 là-dedans, et son adjoint, ils avaient pris 1h30 pour faire le bilan des projets de l'année dernière. Et ils ont failli pleurer. Donc ils ont trouvé que, je crois, il y avait 18% des projets où ils arrivaient juste à avoir une hypothèse d'un truc qui aurait pu servir à quelque chose à la boîte. Est-ce que ce que j'ai décrit ressemble un peu à ce que vous vivez ou... Alors ce que j'ai fait, c'est que pour préparer ce truc-là, j'ai repris en fait des articles qu'on avait fait avec Steve, le cofondateur de Conto, en 2020, pour essayer de poser des bases de ce que voudrait dire le lean engineering dans la tech. Comme la plupart des trucs, ça a été complètement ignoré. Mais du coup, je l'ai repris, je me suis dit, finalement, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qui a bougé? Et je me suis dit que, vu que ça n'avait pas marché la première fois, je vais réessayer sous une autre forme. Et je voudrais présenter les mêmes idées de façon un peu différente. Et en fait, j'ai trouvé le concept de mon intervention, c'est que je vais pas dans ce qui suit, je ne vais pas chercher à être constructif. Mon seul objectif est de détruire un ensemble d'idées fausses qui, selon moi, sont à la base de cette histoire sordide. Parce qu'en fait, on repart si on part sur les projets, on sait que ça va être un bain de sang, on recommence. Donc j'ai juste essayé de taper un peu dans la fourmilière. Mon objectif, blague à part, pour faire référence à ce que nous disait Philippe, c'est juste de provoquer des discussions. Donc je ne suis pas en train de dire, mon intention n'est pas de vous dire « Ah, regardez, par rapport à tout ça, il y a une méthode qui va tomber du ciel et tout d'un coup, votre truc va être résolu », même si ma vraie intention, c'est juste qu'on se remette à réfléchir. On fait ça, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on veut vraiment faire ça? On y a réfléchi ou on fait parce qu'on nous dit que c'était comme ça? Ça vous parle? Alors, sur ces histoires de conception, il y a un truc qui me choque, perso, c'est le fait qu'on se dise que la conception de produit, ça suit un cycle discovery-delivery. Je ne suis pas d'accord, et je vais essayer de vous expliquer, pourquoi. Et mon objectif est de provoquer des conversations, hein, qu'on soit au clair. Et j'ai décidé de frapper fort. Hein, Alors j'ai un test pour vous. Alors par chance, c'est pas un test de QI, c'est juste un test d'écoute. Est-ce que vous arrivez à dire, dans toute cette liste-là, il y a un seul moment où on fait de la conception? Est-ce que vous arrivez à voir quel est le seul moment dans toute cette aventure où on vraiment fait la conception? Vous avez une idée? Non. Non. Priorisation. Non. Oh. Oh, mais vous allez tous les faire.
Et c'est là qu'on fait la conception, en fait. C'est au moment où il va falloir couper dans tout le bordel qu'on a construit qu'il va falloir réfléchir, en fait. C'est au moment précis où, en fait, on va se dire qu'est-ce qu'on garde, que là, en fait, on a besoin de savoir où est la valeur. D'accord ? Est-ce qu'on peut couper ce truc-là sans que ça flingue l'architecture du produit ? Comment il est gaulé, notre truc ? Est-ce que l'argent qu'on est en train de mettre, puisqu'on en a peu, est-ce qu'en fait, il va nous aider en tant qu'entreprise pour le futur ? Vous êtes d'accord ou pas ? Est-ce que c'est là, en fait, qu'on va se dire c'est peut-être pas con de réutiliser des choses, en fait ? C'est-à-dire que de repartir de zéro à chaque fois parce qu'on trouve que c'est plus sympa, c'est bien, mais on est sûr ? On est sûr qu'on veut vraiment faire ça ? Est-ce qu'on veut réécrire et machin ? Est-ce qu'on veut réutiliser ? Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va aller chercher en fait, de l'ingéniosité. Donc en fait, le seul moment, pour moi, où on fait la conception, c'est le moment où en fait, on se confronte avec des coûts. Ce qui fait que cette notion comme s'il y avait une découverte et si après il y avait du développement. Déjà, discovery, delivery, par définition, c'est pas la conception, donc on peut le sortir, et c'est pas de la découverte en fait. C'est qu'il y a un truc, il y a un truc à résoudre. Donc en fait, on vous a menti, et ça c'est peut-être le plus gros des mensonges. Parce que donc le vrai savoir du concepteur de produit, c'est de savoir où couper. Et savoir où couper, c'est pas juste je sais pas, c'est très très technique en fait. Si on veut le faire bien, on peut le faire au hasard, bien sûr, c'est comme ça qu'on le fait. En général, sous la pression, on le fait au hasard, mais si on veut le faire bien, c'est-à-dire couper sans détruire de valeur, c'est drôlement technique et c'est là qu'il faut du métier. Deuxième phrase maintenant ça va mieux, donc j'ai suivi une thérapie, donc maintenant j'arrive à dire prioriser. Non, j'y arrive pas. J'ai essayé, mais je n'arrive pas. Donc vous voyez, pour ceux qui ne seront pas dans le trip, donc l'idée c'est que grâce aux méthodologies de développement agile, en fait ce qu'on fait tout spontanément, ce qui est marrant, c'est qu'on le fait dans la nature, parce qu'on regarde tous les trucs qu'on pourrait faire, et on va gérer, donc on met ça dans ce qu'on appelle un backlog, c'est tous les trucs qu'on pourrait faire. Il y a des boîtes qui se sont lancées pour gérer la liste des idées qu'on pourrait faire, c'est assez marrant. On arrive dans des niveaux de vis qui sont fun, je trouve. Et en fait, on va se dire, il y a tous ces trucs-là, et on va les prioriser pour savoir quel est le prochain truc qu'on fait. Vous êtes d'accord ? Tout le monde fait ça hein ? Et alors du coup, il faut que vous sachiez que dans mes conférences, il y a tout le temps du placement produit. Et du coup, est-ce que vous pensez que ce produit-là est fabriqué est-ce que vous pensez que les mecs chez Ducati, ils font une liste de toutes les idées clients, qu'ils disent lequel on va faire en premier d'après vous ? Plutôt le moteur ? Le châssis ? Les freins, c'est pas mal, hein. Et donc, ce qui est marrant, c'est de se dire, est-ce que cette idée déjà de raisonner en flux, est-ce qu'on vraiment fait de la conception en raisonnant en flux ? Non. Non, pas du tout. Monsieur, vous êtes fâché ? Je vois les choses bizarres dans vos regards. Donc en fait, l'idée, c'est que l'idée de se dire, je prends plein d'idées, je les priorise, je fais les plus importantes, il y a une forme de logique là-dedans, c'est pas débile, mais c'est pas comme ça qu'on fait un produit. Comment est-ce qu'on fait un produit ? Donc l'idée, c'est qu'on va passer de j'empile un truc et je coupe, c'est ce qu'on fait tous, c'est notre modèle actuel. Alors c'est moins joli que la boucle de Scrum là, mais je pense que ça, c'est beaucoup plus proche de la réalité. Non, t'es d'accord ? Donc, en fait, on va passer à un autre truc et se dire je suis en train de fabriquer un objet. Du coup, qu'est-ce que j'attends de l'objet ? Ce qui fait que la nature du produit, c'est pas j'ajoute et je coupe. La vraie nature du produit, en fait, c'est qu'il va falloir poser l'équation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé du cycle en V à l'agile, parce que le problème du cycle en V, c'est qu'on faisait de la conception détaillée de manière vraiment délirante. Et comme je dis à les gens qui m'entourent, j'ai vécu le truc où tu arrives et tu as les 300 pages de spec imprimées à côté. Je l'ai vécu en tant que développeur, où tu ouvres, et puis page 212, tu as un truc avec du pseudocode qui te dit dans un document Word la structure de la méthode qu'il va falloir que tu... Donc j'ai vécu ce truc-là. Donc l'agile était une rébellion, un mouvement de révolte contre ce truc complètement délirant. Mais qui nous a fait basculer dans un autre élément qui est pas... Le pendule est parti trop loin. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, l'idée, c'est que c'est entre les deux. C'est qu'il ne faut pas tout faire dans le détail avant d'avoir posé la moindre ligne de code et d'avoir monté un truc à des clients, c'est débile. Mais partir et puis coder un truc et voir ce que ça donne et voir ce qu'on change, à choisir entre les deux, pour moi, c'est pas évident. Donc, vous tenez le coup ? Il y en a encore 7 là. Bon.
Après, celui que j'aime bien aussi, c'est qu'on va passer en phase de recueillir le besoin. Alors ça, j'aime bien celui-là. Pourquoi est-ce que je l'aime bien? Donc, ça, c'est un document de spec. Je ne sais pas, dans votre méthodologie produit, vous avez la même ou pas? Alors, pareil, placement produit, c'est Chloé qui a eu l'idée, mais on a un plugin Notion pour que vous puissiez faire vos requêtes de besoins avec ce format-là. Voilà. Ouais. Et donc, c'est comme ça que ça se passe au début. Donc, ce que fait le PM, c'est qu'il va voir tout le monde en disant bah, tu aurais besoin de quoi? Tu aurais besoin de quoi? Tu aurais besoin de quoi? Vous voyez les limites à ça ou pas? Il y en a deux. La première limite, c'est que les clients ne savent pas ce qu'ils veulent. Avec comme corollaire que c'est pas parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent qu'ils vont rien dire. Ils savent pas ce qu'ils veulent, mais ils vont dire quelque chose. Ils savent pas exactement quoi, mais ils vont le dire. Alors, du coup, si on le prend et qu'on le fait, on est mal. Et le deuxième truc, c'est que cette logique de je vais collecter tout le besoin, en fait, mène quelque part à une maximisation en fait, de l'investissement. Si on prend de la hauteur sur le produit, sur la fonction produit dans l'entreprise, l'idée de la fonction produit, c'est je prends quelque part du profit passé, du capital, que je transforme et en profit futur. Vous me suivez? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Du coup, si ça c'est l'équation ou si c'est la fonction de base du point de vue de l'entreprise, de transformer les profits passés en profits futurs, pour bien le faire, il faut investir le minimum de profits passés pour le maximum de profits futurs. Et donc, une toute méthode qui consistera à se dire nous, ce qu'on veut, c'est satisfaire plein de gens et que tout le monde soit d'accord, va mener en fait à une maximisation du travail. Donc, ce qu'on veut, nous, plutôt, c'est aller à l'essentiel. Donc, si je reprends l'équation du prof, si je prends l'équation du prof, la valeur, si c'est une fonction sur un coût, en fait, c'est là-dessus que c'est important. Quelque part, on a presque, pour ceux qui font des maths, c'est plus facile d'aller à l'infini en travaillant là-dessus. Non? Je ne suis pas allé à tous les cours de maths, ça se voit, mais ça j'avais compris. Donc ce qui fait que cette notion de recueil du besoin peut être vue comme un mensonge, parce que le vrai truc qui est important, c'est pas de savoir ce que le client veut. Ce qui est important, c'est de savoir comment est-ce qu'il choisit. Et c'est pas du tout la même chose. On ne veut pas satisfaire l'ensemble de ses besoins. Ce qu'on veut, c'est que quand il va choisir sa gratte, il achète la nôtre. Vous voyez? Donc cette notion de je vais recueillir ce dont il a besoin, ça peut être avantageusement remplacé par un autre truc, c'est comment est-ce qu'il décide de ce qu'il veut faire, parce que notre objectif, c'est pas le satisfaire, c'est juste qu'il prenne notre produit plutôt que le sien. C'est pas très sympa peut-être, mais l'objectif, c'est Donc l'objectif, c'est pas de comprendre quels sont ses besoins, l'objectif, c'est de comprendre comment est-ce qu'il va décider d'utiliser un produit plutôt qu'un autre. C'est pas du tout la même question. Et c'est une question qui, si elle est bien menée, ne va pas conduire à en fait, rajouter des features jusqu'à ce que mort s'en suive. Là, on est au 3, et bonne nouvelle, on s'approche de la moitié. Et donc, on a le 4e. Autre erreur classique, alors, ce qui est marrant avec celle-là, avec les gens qui pensent que le produit, c'est l'app, c'est que quand je le pose, tout le monde dit oui, bien sûr, le produit, c'est pas l'app, mais quand je discute avec les gens, tout le monde retombe sur le produit, c'est l'app. Je ne sais pas si vous vivez le même truc. Et en fait, non, le produit, c'est pas l'app. Le produit, c'est pas l'app. Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est... je vous montre ça, c'est juste pour quel est le rôle... vous savez tous que j'ai jamais travaillé en usine, que je connais rien d'industrie, mais je suis un consultant, donc ça ne m'empêche pas d'en parler. Donc, c'est mon métier. Donc, quel est le rôle d'un bureau d'études dans une boîte industrielle? Ça produit quoi, un bureau d'études? Vous avez une idée? Ils conçoivent quoi? Une idée fausse, c'est d'imaginer que le bureau d'études fabrique la bagnole. Non, il ne fabrique pas les bagnoles, il fabrique quoi? Il fabrique, en fait, fondamentalement, ce qu'il fabrique, c'est les standards. C'est les standards de l'usine. Il fabrique un procédé de production. Mais ça c'est le début, en fait. Ce que ça fabrique, donc le bureau d'études, c'est pas juste les standards de production, en fait, c'est les standards aussi de vente. Ce qui est un truc qui est marrant, c'est que quand on regarde au niveau vraiment de l'entreprise, c'est intéressant d'aller voir différents départements et leur demander que veut le client.
Et ce qui va être caractéristique, c'est que chacun va nous dire que c'est lui qui est au contact du client. Si vous allez voir les PM, ils vont dire bah oui, c'est moi le client. Et voir les gens du marketing, ils vont dire bah, c'est moi le client. Les gens qui font la vente, ils vont dire bah, attends, le client, c'est moi qui fais la vente, je parle au client. Les gens aux opérations, vous voyez ce que je veux dire. Et donc l'idée est que on fabrique un produit, puis après les gens se débrouillent après est fausse. Et l'idée, c'est que bien faire la conception, si l'objectif c'est de transformer du profit passé en profit futur, bah, le profit futur, il va être décidé par toutes les fonctions d'entreprise. Donc si on veut le faire bien et une fois, bah, idéalement, l'équipe produit, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va fabriquer en même temps le pitch. Puisque si elle a vraiment bien compris ce que veut le client, si elle a bien compris la concurrence pour positionner, pourquoi est-ce que les gens de la vente doivent eux refaire le travail en repartant de zéro? Pourquoi est-ce que les gens du marketing doivent se reposer la question? Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait on voit la puissance de nos silos et de la structuration de la boîte. Encore une fois, dans chaque équipe, personne ne voit le problème, mais quand on regarde un peu en hauteur, donc l'idée même que on va sortir ces laps, en fait, c'est très 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 dangereux pour la boîte. Ça coûte très cher. La bonne nouvelle, c'est que personne ne le voit. Alors après, alors ça c'est bizarre pour moi de dire ça, mais on va se dire, ok, donc si on fabrique une app, la question c'est qui fabrique l'app? Et alors ça c'est de l'héritage agile, on va dire souvent c'est l'équipe. Une équipe produit, c'est une équipe avec des gens, etc. Et alors du coup, ce que je rétorque, les gens qui me connaissent Bob. Donc vous connaissez, donc ça c'est un chameau. Alors, j'ai vu une blague passer il n'y a pas longtemps sur en fait un lampadaire, c'est une lampe avec c'est un truc avec une seule lampe, c'est ça. Donc c'est pas un dromadaire, c'est un chameau. Et en fait un chameau en fait c'est un cheval de course conçu par un comité. Vous voyez ou pas? Ah ben ça serait bien qu'il y ait ça, puis ça serait bien qu'il y ait ça. Ah ouais, t'as raison, ce serait bien qu'il y ait ça. Donc en fait ce qui se passe c'est que si on met une équipe de gens qui discutent, c'est juste pas possible de faire un produit. C'est bizarre, hein, je sais que on est notamment quand on vient comme moi de l'agile, dans un truc où on est tous égaux, etc. Je ne parle pas de domination stupide, je parle de, c'est quoi la réalité? Et la réalité, c'est que pour faire un produit, il faut qu'il y ait une personne qui voit l'ensemble. Il y a des domaines dans lesquels c'est assez évident. Ça, c'est Cameron, là, dans le tournage du Titanic. Alors l'idée, c'est que c'est intéressant d'avoir, si on veut faire du bon produit, il faut avoir en tête l'idée de qui voit le produit, en fait, dans toutes ses dimensions. Parce qu'un produit, c'est pas juste d'un point de vue technique, c'est d'un point de vue, il faut regarder les dimensions économiques, les dimensions marché. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il faut quelqu'un qui représente, qui a une vision d'ensemble. J'avais vu un documentaire longtemps, j'ai jamais remis le doigt dessus, je m'en veux, sur le making-of d'un film qui s'appelle Star Wars. Je ne sais pas si vous avez croisé. C'est la science-fiction. Et ce qui explique... il raconte un peu l'histoire de George Lucas, et en fait le film était tellement en avance que pendant le tournage, les Harrison Ford et autres se voyaient entre eux pour essayer de voir comment est-ce qu'ils allaient sauver leur carrière. Parce qu'il leur faisait se battre avec des trucs, ce qui allait plus tard devenir le sable laser qu'eux ne voyaient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc chacun donc ils se baladaient dans le sable avec des tenues à la con, en train de balader des trucs vides. Mais en fait, comme la notion d'effets spéciaux était pas entrée dans les mœurs, ils comprenaient juste pas ce qui était en train de se passer. Donc le rôle du réalisateur, c'est le seul en fait qui voit ce que va être le film final. Et son métier, c'est de comprendre, de coordonner tout ça. Ce qui va se passer ici avec un architecte, par exemple. Vous me suivez? Dans le monde qu'on aime bien, ce rôle-là a un nom, ça s'appelle le Chief Engineer. Et alors le Chief Engineer, encore une fois, je ne le regarde pas sous l'angle de c'est un truc d'orga. Ah ben on n'a qu'à créer un poste de Chief Engineer et c'est bon, et c'est fait. C'est de se dire, il va falloir comment est-ce qu'on développe des gens qui sont capables de voir un produit dans toutes ces dimensions et pour pouvoir faire quelque part émerger un produit qui se vend. Après, du coup, si je suis le Chief Engineer, quel est le rôle du Chief Engineer? Alors, souvent, les gens qui sont picousés à l'équipe vont dire le rôle du Chief Engineer, et c'est comme ça que se voit pas mal de PM, dans ce que je rencontre, c'est de dire mon rôle, c'est d'aligner l'équipe. Et à ça, ma réponse, en général, mais pas du tout. Quelle horreur. On ne veut surtout pas aligner l'équipe. Est-ce que vous voyez pourquoi? Alors ça, c'est intéressant, c'est un extrait
d'un bouquin qui s'appelle Toyota Process and Product Development, ou l'inverse, de Jim Morgan. Et c'est un truc que j'ai lu, je crois qu'on est en 2010 ou 2011. Et je sais pas, j'ai flashé sur cette image. On a tous nos problèmes. Je les grave problèmes psychologiques, parce que je ferai pas de ligne. Et c'est intéressant, il montre ce truc-là et il explique une discussion de conception. Et donc, le designer, lui, il a comme objectif de faire un phare qui soit agressif, moderne. Et il dit, du coup, je vais dessiner un flanc de carénage qui va ressembler à ça. Et ce que raconte le mec dans le bouquin, c'est pas Morgan, c'est Laker, il raconte, il dit, oui, mais cette pièce-là de carrosserie, vous voyez, là, ici, ça va faire une pointe. Et du coup, le mec du manufacturing lui dit, Coco, on ne fait pas ça. Parce qu'en fait, moi, déplacer un bout de plastique dans mon usine avec un truc pointu comme ça, je vais t'en casser 1 sur 10. Et du coup, notre modèle de coût, on n'est pas capable de le tenir. Vous voyez ? Et c'est intéressant, c'est que c'est là que commence la conversation. Donc on ne cherche pas à aligner les gens, en fait, on cherche, ce que va faire le chief engineer, c'est qu'il faut qu'il apprenne à regarder les contraintes, il voit le truc, comme en fait le produit, c'est pas de l'ajout de fonctionnalité, c'est de la résolution de contraintes. Ce que fait le chief engineer, c'est qu'il s'alimente des perspectives des uns des autres pour les écouter, et essayer de faire émerger les différences de perspectives, parce que c'est là, en fait, que ça va mettre le doigt sur les trucs qu'il faut résoudre. Et c'est là qu'on va commencer à faire du produit. Vous voyez ? Et du coup, l'objectif, c'est toutes ces histoires d'Obeya, etc. Donc vous avez peut-être déjà commencé à entendre parler de ça. L'idée, c'est que l'Obeya, c'est pas un endroit, et du coup, là, ils sont en train de faire semblant. Normalement, ils devraient être en train de se mettre dessus. Ça devrait cogner, coup de genou. Normalement, vous êtes d'accord ? Discussion de produit, quoi. Donc non, on ne peut pas aligner les équipes, là, c'est vraiment insoutenable. Par contre, on va chercher vraiment les divergences de points de vue. Une autre que j'aime bien, c'est parce que dès qu'on parle de chief engineer, je le vois dans la conversation, puis c'est son métier de voir ce qui se passe un peu dans la tête des gens, enfin pas trop, mais c'est que je vois dans le chief engineer, CTO, et l'idée que l'ingénierie, c'est côté tech, c'est un truc qui m'a toujours surpris. Je suis retourné voir dans le Larousse. Donc, c'est l'ingénierie, donc c'est l'étude d'un projet industriel sous tous ses aspects, techniques, économiques, financiers, monétaires et sociaux, et qui nécessite un travail de synthèse coordonnant les travaux de plusieurs équipes de spécialistes. J'ai raté à quel endroit il faut un diplôme de développeur en C++ pour faire ça. Et donc l'idée, c'est que l'idée qu'il y a des gens qui font du produit, des gens qui font de la tech, vous pouvez le faire si vous voulez, hein. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Alors, je vous ai dit que je commençais par le plus provocateur, mais je vous ai menti. J'ai pas fini le truc. Alors, ces slides ont été terminés à 18h30 et il y a des endroits où ça se voit. En fait, l'idée, c'est que c'est pas tellement. L'idée, c'est que c'est pas. Il y a le produit qui envoie à la tech, c'est qu'en fait, c'est un travail d'ingénierie. Et l'ingénierie, c'est quoi la définition d'ingénierie ? C'est d'utiliser la technologie pour résoudre des problèmes business. Alors, effectivement, c'est ce qu'on a vu dans le point précédent, ça demande un scope, un ensemble de compétences qui est très très large, mais c'est ça qui fait du travail de PM un travail intéressant, normalement. Ce que j'avais, je crois que c'est pas dans le bouquin, ou c'est Michael qui me l'avait dit, je sais plus, c'était dans ce bouquin-là, où il disait que les gens qui deviennent chief engineer chez Toyota sont identifiés dans les parcours de progression comme étant des gens à haut potentiel. Quand on est spoté en tant que candidat à haut potentiel, et on est mis sur un track de montée en puissance pour devenir chief engineer, un track de 12 ans. Du coup, vous avez plutôt intérêt à commencer tout de suite. Parce que c'est long, 12 ans. C'est ce que je veux dire. Et c'est 12 ans, et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils les baladent. Donc, il les balade au sens, lui, il va être responsable d'un département marketing pendant 2 ans, puis après, on va l'envoyer en prod, puis après, on va faire de la R&D. Parce qu'en fait, c'est un métier qui demande justement d'avoir la bouteille. Normalement, ça devrait être un truc que de vieux. Mais bon, les vieux, c'est pas tellement la mode là, en ce moment. Alors après, du coup, il faut quand même que je fasse du placement produit. Du coup, un des trucs qui est un peu dommage, et Philippe le mentionnait, les gens qui démarrent dans le lean
j'en fais partie, sont convaincus, j'en faisais partie quand j'étais jeune, sont convaincus que en fait, le Lean, c'est pour la partie flux. Ah bah oui, le Lean, c'est pour faire l'optimisation. Alors, c'est pour faire l'optimisation des process. Ça, normalement, vous avez franchi cette étape-là. Mais j'en pense que le Lean, c'est la pensée en flux. Et ce qui est marrant, c'est de regarder une photo du président de Toyota. Il n'est pas en train de mettre en valeur ses flux, le mec. Hein. Vous êtes d'accord ? Il n'est pas en train de dire achetez Toyota, regardez, on a des super flux. Vous êtes d'accord ? Au moment où Toyota devient le premier constructeur automobile au monde, je crois qu'en 2006-2008, dans cette zone-là, les analystes demandent au président de l'époque, Toyota, ben voilà, vous êtes en haut de la pyramide, quelle est votre stratégie ? Et ce que répond le gars, c'est notre stratégie, c'est qu'on va fabriquer des voitures que les gens veulent acheter. Est-ce que je vous laisse, il faut que je fasse une pause pour que vous compreniez peut-être le concept. Et en fait, c'est vraiment c'est le business de paysans, quoi. Enfin, je veux dire, je regarde comment fonctionne l'entreprise. Des gens qui achètent un truc, ça s'appelle un produit. S'il y a beaucoup de gens qui achètent mon truc, l'entreprise se porte bien. Vous voyez, quoi. Et donc l'idée du Lean, c'est que c'est pas du tout une stratégie d'optimisation des flux, c'est une stratégie pour faire des meilleurs produits. A priori, sur 2023, c'est un marché. Donc j'ai regardé cette semaine, là, donc ils en ont fait 11 millions. Volkswagen s'en sort pas mal. Par contre, pour faire Volkswagen, il faut du monde derrière. Vous voyez, il faut s'y mettre à plusieurs. J'ai regardé en profit, en fait, il y en a qui font plus quand même. Donc Volkswagen fait plus en profit et moins en vente. Donc il tire plus par véhicule. Et c'est intéressant, c'est une stratégie produit, on veut vendre des produits. Vendre des produits, c'est pour ça que c'est en haut de la maison, en fait. C'est que tous les trucs qu'on fait sur le terrain, c'est pas parce qu'on veut faire de l'optimisation, en fait. C'est qu'en fait, on va faire des choses sur le terrain pour essayer de devenir plus fort, pour développer les gens, je vais y revenir, mais aussi pour se développer des capacités qui vont nous permettre de mettre sur le marché des meilleurs produits. Du coup, est-ce que vous voyez à quoi sert la performance dans les usines ? Celle-là, elle est tricky. Je n'ai pas trouvé tout seul, on me l'a dit, comme la plupart des trucs en ligne. Enfin, on me l'a dit 200 fois en me tapant dessus jusqu'à ce que je comprenne, pour être plus précis. C'est qu'en fait, la puissance du modèle Lean, ce n'est pas les gains de productivité, c'est la flexibilité. Et l'astuce du modèle Toyota, c'est pour ça que le Kanban est fascinant, c'est que ce n'est pas un truc pour gagner du temps sur les opérations, c'est une astuce quelque part d'ingénierie pour être capable de faire plusieurs bagnoles sur la même chaîne d'assemblage. Ce qui leur a permis par exemple de faire des modèles comme la GT86, qui est un modèle qui est assez exclusif, enfin exclusif, c'est pas un bon terme, qui est assez, c'est une population réduite. C'est pas très cher, c'est un truc de 200 chevaux qui va coûter 30 000 balles. Donc c'est pas une voiture de sport inaccessible, mais en fait c'est une voiture pour aller attaquer le marché spécifique du gars qui s'achèterait sa 205 GTI ou sa Golf, vous voyez ce que je veux dire. Le fait qu'ils aient la flexibilité dans les usines permet à un chief engineer de pouvoir mettre sur le marché un produit qui est parfaitement adapté à cette population. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les éléments du Lean, c'est pour ça que Philippe en parlait aussi, c'est qu'on commence en général dans la formation Lean par le flux tiré, etc., mais c'est juste une pratique de débutant. C'est pas ça la finalité du truc. Mais tout ce qu'on va faire en Lean, c'est franchir les étapes de compréhension jusqu'à boucler sur le fait qu'on fait des meilleurs produits. Pareil, si vous regardez dans la stratégie Lean, on vous parle des 4 F, le find, le face, le frame, le form. La fin du fin, c'est qu'on refait de la value analysis, value engineering. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le cheminement Lean de l'entreprise, c'est on regarde les problèmes qu'on a en interne quand on sert nos clients, on regarde nos problèmes de production en fait qui sont quelque part des problèmes de flexibilité en général, et puis on fait le cheminement. Ça nous fait réinventer en fait tout le système de management de la boîte, et ça nous met petit à petit en ordre de marche pour être capable de se repointer sur le produit sur le marché avec des produits que les concurrents ne peuvent pas égaler. Et c'est là que ça commence. C'est-à-dire, on va se mettre à un niveau où, pour essayer de tenir ce niveau-là, les concurrents vont être obligés de se faire du mal. Allez, un petit dernier pour la route. Alors du coup, mécaniquement, dès que je vais parler de Lean pour faire la conception de produits, je ne peux pas l'empêcher, les gens vont se dire « Ah mais du coup, il y a un process Lean, une méthodologie Lean pour faire des produits. » Non. Donc vous ne trouverez pas, si vous trouvez des gens qui vous disent qu'il faut faire A, puis B, puis C, puis D,
c'est des charlatans comme moi, donc faites gaffe. C'est pas du tout ça l'idée. Et ça, pour le comprendre, ça vaut le coup de retourner au Japon. C'est une photo que j'ai prise à côté de Nagoya. On va y être ensemble. Où en fait ils expliquent, donc c'est la tagline de Toyota. Alors le haut je le comprends pas, hein. J'arrive à lire le truc qui est en dessous. Et ils disent en fait les bons produits, en fait, on obtient des bons produits par de bons raisonnements. Ce qui fait que l'objectif du lean engineering, c'est pas de se dire je vais remplacer mon process agile qui lave moins blanc par un process lean qui est optimisé, qui sort mieux, pas du tout. En fait, le lean engineering, le toit du TPS, Value Analysis, Value Engineering, c'est en fait un ensemble de questions qu'on va se poser pour prendre des meilleures décisions produits. Et ce qu'on va chercher à faire plus précisément, c'est faire le lien entre ce qu'il faut mettre dans le produit pour gagner sur le marché et ce qu'on doit apprendre. J'avais une conversation avec des amis en fait qui sont en train de monter une start-up. Je ne vais pas parler de l'ensemble de la start-up, mais un use case ou une fonctionnalité de base du truc, c'est de récupérer des relevés d'identité bancaire auprès de gens. Et c'est intéressant parce qu'un raisonnement, je dirais, classique produit serait de se dire, du coup, c'est quoi les trucs vous allez dire, c'est quoi les contraintes peut-être légales, c'est quoi comment dire, comment est-ce qu'on va faire techniquement, est-ce que c'est un envoi par SMS, est-ce que c'est une photo, est-ce que ça marche. Vous allez se dire, on partirait là-dessus, on ferait des stories, etc. Et pas du tout en fait. Si on prend sous l'angle de l'ingénierie Lean, la question vers laquelle on est arrivé assez rapidement, parce qu'ils sont aussi assez avancés, et ça illustre bien le truc, c'est qu'en fait toute la discussion qu'on a eue l'après-midi, c'était sur l'ingénierie de la confiance. Comment est-ce qu'on donne envie à quelqu'un, à des gens, en l'occurrence des personnes âgées, d'avoir suffisamment confiance pour mettre leur relevé d'identité bancaire sur une plateforme Internet. Vous voyez ? Et donc l'idée, c'est que mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous faire un cours de engineering parce que ça prend à peu près une vingtaine d'années, mais l'idée de tout le système, c'est de faire le lien entre, pour réussir, il faut que le système va mettre le doigt sur le truc sur lequel il faut que je me mette en mouvement pour aller apprendre. Et vous voyez ce que je veux dire ? Donc ce que ça va sortir, c'est une décision de se former. Pour ceux qui sont proches de moi, je les saoule depuis 1 an parce que je fais un jeu vidéo avec mon fils. Désolé pour la redite. Du coup, tous les soirs, ce soir y compris, je change de casquette et je suis concepteur de jeux vidéo. Et ce qui est marrant, c'est qu'un des éclairs pour moi de ces derniers mois, c'est on se dit qu'il faut faire des ventes. Le choix de la vente va se faire sur la plateforme Steam quand les gens vont voir les captures d'écran et ils vont voir une vidéo de 20 secondes maximum qu'ils vont abandonner au bout de 3 secondes. Et donc c'est un screenshot qui fait la vente. D'accord ? Et donc l'idée c'est qu'après on va essayer de comprendre, c'est pas très long, qu'est-ce qu'il fait, mais il faut que ce soit joli. Alors pour ceux qui me connaissent, si pour faire joli, c'est pas nécessairement vers Régis qu'on se tourne. L'idée c'est qu'une pensée de l'ingénierie qu'on a fait en fait avec mon fils, c'est de se dire, en fait, pour que notre projet réussisse, il va falloir qu'on s'apprenne à faire un truc joli. Ça veut dire quoi, joli ? Et on s'est mis à bosser, à étudier. Vous voyez ou pas ? Et ça, c'est vraiment extrême. Ce qu'on ferait habituellement, c'est se dire, c'est quoi le process ? T'en es où ? T'es en retard ? Et ce qui est surprenant, et c'est pour ça que personne n'en fait avec Lean Engineering, c'est que c'est pas du tout une méthode pour produire. En fait, c'est une méthode pour mettre le doigt sur les trucs sur lesquels il va falloir apprendre. Parce que, voilà, des sujets de conversation pour bientôt. Comme je le disais au début, mon intention n'est pas spécialement, ce soir n'était pas d'expliquer voilà ce que c'est l'engineering, etc. Parce que de toute façon, j'essaie depuis très longtemps et personne n'écoute. Donc j'essaie autre chose. Parce que c'est ce que je voudrais juste vous proposer de faire, c'est la conversation. Est-ce qu'on fait ces trucs-là, est-ce qu'on les fait, est-ce qu'on veut vraiment les faire ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que les problèmes qu'on rencontre, ils viennent de là ou pas ? L'autre élément, c'est... Alors, j'ai une responsable marketing assez influente qui m'a dit « Régis, il faut que tu fasses du placement produit. » Donc oui, bien sûr, tu vas apprendre tout ça. Il faut venir faire notre programme Product Strategy. Voilà, comme ça. Je ne serai pas battu ce soir après, dans le débrief. Mais blague à part, l'idée, c'est que si vous avez découvert le TPS par le flux, comme on le fait tous, normalement, vous n'avez rien compris. Nous non plus, on fait tous, mais on fait très bien semblant. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller creuser un petit peu plus ce qui se passe là-haut, parce qu'en fait, il y a tout un monde à découvrir. Ça vous va ? Écoutez, merci beaucoup.